Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors bonjour tout le monde, je suis Judith Gagnon, la présidente de l'Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Je suis très contente de vous reparler. On commence une saison fantastique et cette fois-ci, on a voulu parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous, la situation financière des personnes aînées. On est toutes pris dans la même melasse et c'est pas facile. C'est même vraiment pas facile, puis il y a des raisons pour ça. Alors, pour travailler avec nous, puis nous donner des réponses, puis tout ça, il y a 4 personnes qui sont des employés de l'AQDR Québec, qui sont extrêmement compétents, qui travaillent avec des aînés, qui vont pouvoir répondre à nos questions. Il y a M. Jacques Pouliot, il y a M. Alain Blanchette, il y a M. Éric Tarissan et Mme Manon Allary. Ils vont répondre chacun leur tour, là, dépendamment là, des questionnements qu'on va faire, mais ils sont prêts. Puis ils vont vous apporter un éclairage, je pense, qui va tout nous faire du bien. Alors, avant de leur passer la parole, je voulais vous dire que en décembre 2022, l'AQDR national et l'Observatoire québécois des inégalités ont fait une étude auprès des aînés pour voir c'est quoi la pauvreté chez les aînés. Puis là, on n'est pas en 2023, là, on est en décembre 2022 et on a dit que 49,2% des aînés du Québec vivent sous le seuil du revenu viable. Revenu viable, c'est pas le panier de consommation. Revenu viable, c'est un montant un petit peu plus élevé qui tient compte de d'autres paramètres de dépenses. Ça fait à peu près 26-25 000 $. Alors, 49,2% des aînés du Québec qui n'ont pas ça. Alors, imaginez, on regarde là, le prix des aliments, le prix du gaz, le prix de tout, du transport, qu'est-ce que ça fait? Alors, j'ouvre ça en posant la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous autres, là, mon équipe, vous répondrez, vous donnerez la parole à la personne là, qui veut répondre à chacune des interrogations. Pourquoi qu'on assiste à ça, là? Puis la montée des prix aussi, c'est terrible. L'inflation est galopante. Le gaz monte, tout monte. Situez-moi, là, dites-moi, là, comment vous voyez ça, la pauvreté des aînés? Alors, écoutez, bonjour, mon nom est Jacques Pouliot. Ma façon de voir la montée des prix, c'est il y a 2 choses que je constate. Dans un premier temps, souvent, les personnes aînées vont vivre avec des revenus de pension. Ces revenus de pension-là vont être indexés une fois par année et l'indexation va se faire à la fin de l'année. C'est que ils vont regarder les prix de l'année. Quand elle finit l'année, là, ils vont donner une petite augmentation sur le coût de la vie, ces choses-là. Alors, la personne aînée, dans un premier temps, se voit toujours, dans un premier temps, absorber tout le temps les coûts en premier et après ça, va recevoir une compensation pour l'année suivante. Ça, c'est quelque chose qui sert à appauvrir les personnes aussi parce que l'aide financière, elle arrive 1 an plus tard pour compenser. Deuxième des choses, quand on regarde présentement l'inflation actuelle, quand on dit la nourriture, elle a augmenté d'environ 8,2% dans la dernière année, quand on regarde qu'au niveau, si tu achètes du bœuf, de la viande, le prix a augmenté de 16,7%, tu vas acheter du poulet, 17%, tu vas acheter des légumes frais, 11,7%, presque 12%, 9% pour le bœuf. C'est tous des aliments qu'on va retrouver là, dans le panier d'épicerie de base. Là. Ce qui fait que les gens, on peut bien dire que sur certaines affaires, le prix de la nourriture a augmenté de 8,2%. Mais c'est sur des éléments
de paniers qui sont importants quand on parle d'avoir un petit peu de viande, d'avoir des protéines pour être en santé. Quand c'est ces éléments-là qui en demandent le plus, les personnes aînées qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le choix d'en acheter moins ou de ne pas en acheter. Et ils vont essayer là d'avoir les prix les plus bas. Il y avait un article aujourd'hui dans le Journal de Québec où on parlait de plus en plus, on va voir au Dollarama des personnes faire une partie de leur épicerie là. Parce que certaines parties d'aliments qui sont vendus au Dollarama, si tu les achètes en grande surface, telles que Super C ou Maxi, et on peut avoir un écart de 29 à 38 de prix pour les mêmes articles. Je veux dire quelque chose que tu vas payer 25 $ au Dollarama, ça va t'en coûter 32, 33 $ si tu les achètes directement à ton épicerie. Alors, les gens, maintenant, il faut qu'ils magasinent de plus en plus. Quand on parle à des organismes comme Moisson Québec, qui, à chaque année, voient leur liste de prestataires, de personnes dans le besoin augmenter, la quantité de nourriture qu'ils reçoivent, on ne demande pas en fonction du nombre de personnes qui viennent solliciter de l'aide. Alors, qu'est-ce qu'on se ramasse à ce moment-là? C'est de moins en moins les boîtes alimentaires qui sont fournies aux personnes dans le besoin sont de moins en moins garnies. Il y a de moins en moins d'items aussi, parce qu'on va prendre la quantité et on va le diviser par le nombre. Alors, encore une fois, les personnes qui vivent des difficultés, leur revenu n'augmente pas et les possibilités d'aide qu'ils peuvent avoir vont diminuer aussi en quantité. Alors, un dans l'autre, d'année en année, on s'appauvrit, là. OK. Je voudrais savoir, est-ce que le logement aussi, la question de logement, parce qu'on parle de crise de logement, est-ce que ça a une incidence, l'essence, tout ça? Allez-y, là, parce que le logement, là, quand ça monte, le prix monte, là, c'est difficile, puis t'en as plus à petit prix. Ça va être quoi, là, comme impact sur les aînés qui sont plus appauvris? Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est Eric. Ce que j'ai vu dans mon cas, c'est que les personnes aînées, ce qui arrive, c'est que souvent, elles habitent longtemps à la même adresse. C'est qu'elles n'ont pas subi de grosses augmentations tout le temps qu'elles ont resté là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui veut déménager, et comme elle n'a pas vraiment connu d'augmentation, ben là, elle n'aura pas le choix d'aller dans un autre logement qui, lui, sera beaucoup plus cher parce que lui, il va avoir été rénové puis il va avoir été augmenté. Et là, ça fait des énormes différences de 100, 200, 300 piastres. Ça aussi, ça vient appauvrir la personne encore plus. Que les personnes aînées ont comme une certaine crainte de déménager parce que là, ils voient ça venir puis ça s'améliore pas. Là, leur revenu, il diminue tout le temps. Oui, je comprends. Mais est-ce que vous en avez vu qui vont dans les HLM? Il y en a des personnes qui vont dans les HLM. Mais il faut pas oublier que les HLM, il y a une partie des loyers qui suivent le coût du marché. Je veux dire que c'est pas nécessairement moins dispendieux à aller vivre en HLM. Où ça devient avantageux d'aller vivre en HLM, c'est quand tu as un logement subventionné. Un logement subventionné, à ce moment-là, on va prendre ton revenu et on va fixer que le loyer va être environ à 25% de ton revenu. Mais ces logements-là qui sont subventionnés, c'est pas quelque chose qui est facile à avoir là, non plus. Là. Des fois, tu peux avoir plus d'un an d'attente là, pour avoir ce type de logement-là. Et ça peut aller jusqu'à 3 ans aussi, dépendant du secteur où tu veux aller. Une personne qui est prête à aller dans n'importe quel secteur de la ville, à ce moment-là, ça peut peut-être être 1 an d'attente. Si tu peux rester dans ton quartier, qui est souvent le cas des personnes aînées, ben le temps peut être plus long. OK. Pour avoir accès à ces logements-là, tu as un paquet de papiers à remplir, à compléter. Encore une fois, c'est quelque chose que si la personne aînée n'a pas d'aide
pour compléter ces papiers-là, elle ne fera pas la démarche parce que c'est trop compliqué pour ces personnes-là. Ça veut dire que la bureaucratie les noie. Oui, puis j'ai d'ailleurs, toujours pour les HLM, j'aimerais ajouter un point important. J'ai vu une personne, moi, qui provenait d'une autre province, et elle restait dans un HLM dans la province où elle était. Ce qui arrive, c'est qu'en arrivant au Québec, il faut que ça fasse au moins 1 an qu'elle habite Québec avant de faire une demande. Alors, à partir du moment où cette personne-là fait la demande, c'est encore 1 an ou 2 d'attente. Et là, imaginez la difficulté que ça représente de ne pas être plus d'adon que ça pour ces personnes-là. Ouais, la bureaucratie puis les critères, ça devient lourd. Puis aussi, je vois dans ce que vous me dites, la paperasse, une paperasse épouvantable là, qui en finit plus. C'est assez pour décourager les gens. Bien, écoutez, dans ce type de demande-là, souvent, ils vont demander à la personne de fournir son rapport d'impôt, fournir un paquet de documents que les personnes aînées les connaissent, ces documents-là, mais ils ne connaissent pas exactement en détail quels sont ces documents-là, comment c'est constitué. Ils vont demander à une personne de faire leur rapport d'impôt, ces choses-là. Et quand on leur pose des questions, ça devient difficile pour eux à répondre. Par exemple, si on te demande quel est ton revenu net, quel est ton revenu brut, pour une personne aînée, ça peut être une question difficile à répondre. Parce que là, on fait référence à telle ligne de ton rapport d'impôt, telle ligne. Et quand tu n'es pas habitué de jouer dans ces papiers-là, ça peut être très insécurisant là, de répondre. Et si tu n'as pas répondu comme il faut, ben là, ta demande en retombe encore en dessous de la pile. Elle retombe sur le dessus de la pile, alors tu as encore ton temps d'attente en demande. Alors, c'est pas si facile à avoir. Alors, ça demande à ce moment-là des organismes là, pour aider les personnes, les soutenir, pour remplir ces papiers-là, pour que la demande soit bien complétée pour qu'ils puissent, là, à ce moment-là, être mis comme il faut sur la liste d'attente. Madame Allary, vous complétez, vous, des formulaires pour les gens, n'est-ce pas? Oui, je complète les formulaires pour les gens lorsqu'on me le demande. OK. Est-ce que ça l'arrive fréquemment? Ça l'arrive assez souvent où est-ce que les gens nous téléphonent ici, prennent rendez-vous ici avec moi et à ce moment-là, on complète les formulaires. Et je leur fournis une copie. Je m'assure bien que, et je dis aux gens aussi, ça c'est une copie pour vous, ça c'est une copie à donner. OK, je comprends. Mais c'est complexe, là. Là, on regarde tout ça, là, c'est très complexe. Puis là, je regardais sur des documents, puis on parlait, puis j'ai vu aussi, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui quêtent maintenant. On voit ça dans beaucoup de lieux de la ville. C'est plus juste concentré dans certains îlots de la ville. On se promène dans certains coins, puis là, tu te retrouves avec des gens qui te demandent de l'argent. C'est vraiment, là, beaucoup plus fort depuis quelques mois. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, c'est sûr que les gens qui quittent, en fin de compte, ici, dans la région, ici, il y a à peu près 2-3 ans, on a ouvert une maison pour des gens avec une légère déficience intellectuelle. Et j'imagine que eux ne gèrent pas leur budget, donc on leur donne un montant par semaine pour leurs dépenses personnelles. Et j'ai vu que dans le quartier ici, les gens qui quêtaient ont beaucoup augmenté. Je vois dans le journal ici, on dit que les situations en itinérance ont augmenté de 36%. Mais ici, là, j'étais surprise dimanche dernier de voir quelqu'un qui était au coin de la 1er avenue et de la 46e rue lorsque je suis passée par là. Je l'ai vu, moi aussi. Est-ce que, là, on parle de crise de logement, les gouvernements, là, ils viennent fous de tout ça, ils en parlent puis ils en parlent, pourtant ça existait depuis longtemps, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des personnes aînées itinérants?
N'avez-vous vu? Je crois que des personnes aînées itinérantes, surtout, elles vont se concentrer là, plutôt au centre-ville. Oui. Il y en a des personnes aînées itinérantes. Quand on parle d'itinérance, ces gens-là ne sont pas nécessairement des gens qui vont coucher là, à l'extérieur, là, à dehors, tous les soirs. Mais on peut parler d'itinérance invisible. Vous savez, des gens vont être capables de pouvoir savoir une chambre un mois. Là, ils vont partir avec leur bagage. Ils vont s'en aller peut-être chez un ami, une amie pendant un autre mois. Là, ça dure un mois. Là, ils doivent partir pour se retrouver à un autre endroit. C'est surtout ça aussi qui existe. OK. Moi, dehors. OK, je comprends, là. Je comprends. C'est bien important qu'on en parle. Monsieur Blanchette, je vous avais vu ce matin. Est-ce que les aînés déclarent leur pauvreté? Effectivement, la pauvreté, là, ce que j'ai pu remarquer chez les personnes âgées, ça peut se vivre de façon très, très discrète. Et je m'explique. Quand on fait du repérage et qu'on a la chance d'aller rencontrer des gens chez eux, à la maison, à leur appartement, peu importe, on peut voir que, bon, assez souvent, on constate que l'endroit est quand même assez bien, que, bon, c'est propre, et c'est bien, il y a des meubles, ça semble bien comme lieu de résidence. Mais la question qu'on doit se poser, c'est à quel prix que la personne, quel prix que la personne doit payer pour rester dans ce logement-là. C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que la personne se prive de nourriture, de sortie, de médicaments, même de médicaments, peu importe, pour pouvoir rester dans son logement? Est-ce que ça c'est vécu par plusieurs personnes âgées également, cette privation-là qui doivent se faire à eux-mêmes pour pouvoir rester dans leur maison, dans leur logement? C'est des questions qu'on doit se poser. Parce que je pense que c'est vécu, comme je vous dis, comme c'est vécu très discrètement, les gens n'osent pas en parler, ou s'ils en parlent, ils vont en parler avec des personnes qui sont très, très proches d'eux. Donc, c'est pas connu beaucoup, je pense, par la population générale, des privations que les gens doivent subir pour pouvoir rester dans un logement aussi conventionnel ou propre. OK, ben ça, c'est... Puis ils se plaignent pas, et Non. puis ils demandent rien. Non, Puis... c'est des gens qui se plaignent pas, qui demandent rien. Ils vont, comme je vous dis, ils vont se priver beaucoup plus. Avant de demander, ils vont se priver. Ils vont se priver sur beaucoup de choses avant de dire, ben là, je suis plus capable, faut que je demande de l'aide, là, parce que je suis plus capable. Mais souvent, les gens vont se priver avant de demander de l'aide. Ben ça, c'est quand même important de voir ça, là. Parce que cette génération-là de personnes sont fières. Et Oui. puis, ils ont toujours gagné leur vie. Et puis, maintenant, ils veulent pas avoir l'air qu'ils sont plus capables. Puis c'est ça puis ils sont vraiment fiers, là. Mais comment qu'on pourrait faire pour leur aider sans qu'ils le demandent? Il faudrait qu'il y ait des dites-moi ça, là, vous autres, là, vous êtes quand même à même d'y penser. Qu'est-ce qu'il faudrait que le gouvernement fasse, là, ou les municipalités? Il faudrait qu'il y ait des efforts qui soient faits, là, pour leur aider. Juste avant de répondre, je voulais relever un point important, c'est que ces personnes-là aînées, 46% qui vivent dans la pauvreté, ben, ce qui arrive aussi, c'est qu'en se privant, ben, c'est leur état de santé qui ne s'améliore pas. Ça, ben, ça devient encore une charge supplémentaire à l'État pour le système de santé de venir en aide à ces personnes-là. C'est un cercle vicieux qui était un problème au début, devient plusieurs problèmes, puis finalement, on s'en sort pas. Non, vous avez parfaitement raison, M. Tarissan, parce que d'un côté, ça coûte de l'argent, ça va coûter de l'argent à quelque part. Parce que s'ils viennent dans le système de santé, ça va coûter de l'argent.
Mais c'est complexe. Monsieur Pouliot, vous souvenez-vous, vous étiez avec moi, la santé publique avait fait un recensement des endroits de grande précarité. Vous en souvenez-vous? Écoutez, les endroits de grande précarité, il y en a plusieurs maintenant. Il y en a de plus en plus. Avant, il y avait certains endroits dans la région de Québec, on savait que c'était des endroits là où le niveau de revenu des gens était faible. Là. On avait des endroits comme alentour de l'hôpital Saint-François d'Assise. Avant, on appelait ça Stodacona. C'était des places bien identifiées antérieurement. Maintenant, ces endroits-là vont se retrouver un petit peu de partout dans la région de Québec. Il y a des îlots qui se forment là, un petit peu de partout. La question que vous aviez posée aussi, à savoir quelles sont les pistes de solution. Les pistes de solution, il va falloir peut-être commencer à réfléchir à savoir est-ce qu'on a les moyens de toujours avoir des programmes universels où on va, quand on fait une baisse pour de choses, on regarde juste les mesures que le gouvernement, la CAQ, a mis en place durant la pandémie, donner des chèques, et où on donnait des chèques de 500 $ là, à toute personne qui gagnait moins de 120 000 $ par année. Je pense qu'il va falloir revoir en disant la personne qui gagne 120 000 $, qui lui donne un chèque de 500 $, probablement qu'elle n'a pas besoin, puis elle va le gaspiller en n'importe quoi. La personne qui a 18 000, 19 000 $, qui lui donne un chèque de 500 $, ou qui en donne un de 750 parce que tu n'as pas donné le 500 $ à la personne de 120 000 $, va peut-être falloir regarder, est-ce qu'on a les moyens d'avoir des programmes universels et qu'on donne à tout le monde. Je regarde juste pour les personnes aînées, combien de personnes aînées qui ne prennent pas de médicaments? Je vais vous dire, il y a beaucoup plus de personnes aînées qui prennent des médicaments. Quand tu es sur l'assurance, la RAMQ, tu as quand même un certain montant par mois à débourser pour avoir tes médicaments. Et ces quelques dollars là de plus, ça pourrait être des dollars là qui peuvent devenir importants pour la nourriture et des gens. Là. Il y a peut-être à regarder là pour réajuster les programmes en fonction du revenu des gens. Tu as tel revenu, tu as telle aide, tu as un revenu plus élevé, tu as peut-être besoin d'avoir peut-être une aide moins importante et ça pourrait réajuster des échelles. C'est pas une recette miracle. On l'a fait antérieurement. Il y a des avantages, des inconvénients à faire ça, mais il va falloir commencer aussi à regarder là, parce que la population aînée, on s'en vient avec une augmentation là. Oh, ben oui. Des personnes qui vont être à la retraite et l'augmentation elle a commencé là. Et cette augmentation-là, ça peut pas juste passer en disant on va leur donner une pension plus élevée, on va augmenter la prestation pour revenus de personnes aînées et ces choses-là. Et ça peut être en partie faire partie de la solution, mais ça ne sera pas juste la solution. Ben moi je vous écoute là, puis je pense qu'on devrait il devrait avoir des gens, je sais pas s'il y en a là, qui étudient tout ça là à l'heure actuelle là, parce que on est rendu dans on est rendu dans le précipice là, on est rendu dans le mur là. Parce que si on fait rien dans quelques années là, ça va être encore pire. Vous savez, souvent dans ce type de problème-là, c'est d'avoir des solutions où tu es obligé là, d'investir. C'est pas tellement payant politiquement. Là. Faut qu'il y ait beaucoup de pression pour que les décisions politiques soient prises dans cet effet-là. Moi, je regarde, on a des milliards pour permettre l'investissement de plusieurs grosses compagnies qui vont venir ici, des compagnies qui sont très rentables. Et batteries. On va des milliards en subventions pour qu'ils viennent s'établir ici pour garantir les emplois à moyen et long terme. Je pense que c'est nécessaire à faire. Mais il y a aussi une partie de ces milliards-là qui pourraient être très utiles à des personnes aussi. Et eux autres, quand tu donnes ces milliards-là à ces personnes-là rentables, ces compagnies-là,
c'est les personnes qui ont de la misère à joindre les deux bouts. C'est peut-être qu'une partie de cet argent-là aurait été très utile pour ces gens-là aussi. Ah. Il y a des choix à faire. Oui, bien, il faudrait que notre gouvernement, qui est un gouvernement d'entrepreneurs, ça c'est vraiment bon, devienne aussi entrepreneur social, comme vous dites, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation des Québécois et des Québécoises. Oui, là, présentement, on travaille pour le futur, les politiques du gouvernement pour assurer des emplois à long terme. Peut-être, probablement, c'est des emplois qu'on veut avoir de bons emplois, ce qui fait que ça va peut-être générer des bons revenus de retraite. Et là, présentement, les personnes qui sont là à la retraite sont laissées pour compte. Là, pour les personnes qui vont prendre leur retraite dans quelques dizaines d'années, peut-être que leurs conditions vont être meilleures. Mais pour les personnes, présentement, qui sont à la retraite ou sont rendues à prendre leur retraite, les conditions favorables, pour l'instant, sont pénibles. On va arrêter là-dessus parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est fort intéressant tout ce que vous dites. Vous êtes vraiment génial, puis on voit que vous avez de l'expertise dans le milieu. On va revenir là-dessus. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire, la QDR Québec, peut-être faire quelque chose dans notre journal ou quoi que ce soit. Fait que je vous remercie. Puis pour les auditrices et les auditeurs, vous savez, vous pouvez toujours appeler à la QDR Québec au 524-0437, poste 0, 418, évidemment. Vous allez toujours avoir quelqu'un au bout de la ligne qui va vous aider. Je vous souhaite une excellente journée, puis du bonheur dans votre cœur. À la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Qui est ce personnage fantomatique au bord de l'eau? Dans le numéro estival du magazine littéraire Nuit Blanche, La Barbe et la Baleine, Histoire de cow-boy et de marin, un entretien avec Dominique Scali, la poésie de Pierre Morancy, Russes et Ukrainiens, les frères inégaux. Mais au fait, qui est ce personnage en couverture du numéro d'été de Nuit Blanche? Pour le savoir, consultez nuitblanche.com. Et tant qu'à faire, abonnez-vous. Qu'est-ce que tu fais vendredi soir? J'ai un tête-à-tête avec Télé-Québec. À 19h, Curieux Bégin. Curieux? Ça commence bien. À 20h, Deux hommes en or et Rosalie. Ah, j'adore les rencontres. 21h, Plaza Plaisir. Oh oui, que du plaisir. 22h, Au-delà du sexe. Oui, parlons politique internationale. Et à 22h30, Pour une fois. Juste une fois? Non, c'est le titre de l'émission. Oui, bien sûr. Jouissez pleinement de vos vendredis. Vivez l'expérience Télé-Québec. Pour des randonnées agréables en nature, le magnifique parc linéaire de la rivière Saint-Charles est un endroit tout indiqué. Le samedi 30 septembre prochain, c'est la randonnée aux 1000 couleurs organisée par la Société de la rivière Saint-Charles. 5, 11, 15 km ou encore la traversée complète du parc de 32 km. Plusieurs trajets sont proposés. De plus, profitez d'une ambiance tout en musique au parc Chauveau. La randonnée aux 1000 couleurs, c'est le samedi 30 septembre. Inscrivez-vous en ligne. Un événement organisé par la Société de la rivière Saint-Charles, ma source de découverte. CKRL 89.1.
Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images.